La mélodie sombre de l'orgue emplissait la chapelle royale, ses notes graves s'accrochant aux voûtes de pierre comme un suaire. Au pied de l'autel, le prince Alexandre se tenait droit, le visage une sculpture de glace et d'indifférence, ses yeux fixés sur le vitrail lointain plutôt que sur la silhouette fragile qui s'avançait vers lui. C'était Élodie, tremblante sous le poids d'un voile de dentelle opaque qui cachait son visage, mais ne pouvait dissimuler la peur qui secouait ses épaules menues. Chaque pas sur le marbre froid était une épreuve, le bruissement de sa robe empruntée résonnant comme un cri dans le silence pesant de la cour assemblée. Leurs vœux furent des murmures, des mots sans âme échangés sous le regard impitoyable de la noblesse, un contrat scellé non par le cœur, mais par la nécessité. L'air était si lourd de tension qu'on aurait pu le trancher au couteau, un prélude glacial à une union née du désespoir et de la superstition. Quand Alexandre prit sa main pour y glisser l'anneau, le contact de sa peau fut froid, presque clinique. Sa main à lui était puissante, habituée à tenir les rênes du pouvoir, tandis que la sienne, fine et marquée par une vie de labeur, disparaissait presque dans sa paume. Le cercle d'or semblait la brûler, un sceau indélébile qui la liait à cet homme et à ce destin qu'elle n'avait pas choisi. Le voile, ce rideau de dentelle, devenait son seul refuge, fin rempart dérisoire contre les centaines de regards qui la déshabillaient de sa dignité. Pour le prince, ce n'était qu'une formalité, une concession faite à une ancienne prophétie pour apaiser le peuple et maintenir l'ordre. Il épousait un symbole, une mendiante anonyme, un pion sur l'échiquier de son royaume. Il ne voyait pas la femme qui se cachait derrière le tissu, seulement le sacrifice nécessaire à la stabilité de sa couronne, un devoir accompli avec une répugnance à peine masquée. Autour d'eux, la cour formait une mer de soie et de velours, un parterre de juges silencieux dont les chuchotements étaient plus cruels que des insultes ouvertes. Les regards la transperçaient, la jaugeant, la méprisant. Pour eux, elle n'était qu'une intruse, une souillure venue des rues pour s'asseoir sur un trône qui ne lui revenait pas. Son existence même était un scandale, une anomalie dans leur univers ordonné et fastueux. Chaque détail de son apparence, de sa robe trop simple à sa posture craintive, était disséqué, commenté à voix basse. Élodie sentait le poids de leur dédain comme une cape de plomb, l'isolant dans sa propre cérémonie. Elle était seule, une étrangère au milieu de la splendeur, une énigme que personne ne cherchait à comprendre. Si cette histoire née de l'injustice et du devoir touche déjà votre cœur, abonnez-vous pour vivre d'autres récits où l'amour doit triompher de l'impossible, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous ressentez. Alexandre, lui, luttait contre sa propre tempête intérieure. En posant les yeux sur la silhouette voilée à ses côtés, une émotion inattendue vint fissurer son armure de cynisme. Ce n'était pas de la pitié, mais une sorte de reconnaissance involontaire pour la dignité silencieuse avec laquelle elle endurait cette humiliation publique. Il remarqua le frémissement presque imperceptible de son menton, unique trahison de la terreur qui devait l'habiter. Homme de raison et de logique, il exécrait cette mascarade imposée par une superstition archaïque, un conte de fées pour les masses crédules. Le ressentiment qu'il éprouvait était palpable, une fureur froide dirigée non pas contre elle, mais contre le destin qui l'avait contraint à lier son nom et son sang à une inconnue. Il avait fait une promesse à son royaume, mais le coût personnel de cet acte politique se révélait bien plus lourd et plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. La cérémonie s'acheva enfin, et lorsqu'ils remontèrent l'allée centrale, unis par la loi, mais séparés par un abîme, le silence de la chapelle fut assourdissant. Les notes triomphales de l'orgue sonnaient faux, une célébration ironique d'un mariage sans joie. La main d'Alexandre sur le bras d'Élodie était ferme, un geste de possession plus que de soutien, la guidant à travers la foule comme on mène un bien précieux mais encombrant. Chaque pas la ramenait vers une réalité qu'elle ne pouvait fuir. Elle était désormais la princesse Élodie, un titre qui sonnait comme une sentence. Les immenses portes de la chapelle s'ouvrirent sur une lumière crue, dévoilant un avenir aussi intimidant et incertain que les couloirs infinis du palais qui l'attendait. Elle quittait une prison de pauvreté pour entrer dans une cage dorée, et elle ne savait pas encore laquelle des deux serait la plus cruelle. Arrivée au seuil des appartements royaux, devant une porte en chêne massif qui semblait marquer la frontière finale entre le monde public et leur intimité forcée, Alexandre s'arrêta. Il se tourna vers elle et pour la première fois
son regard croisa le sien à travers le voile. Sa voix, quand il parla, était basse, dénuée de toute chaleur, un instrument de commandement. Il exigeait d'elle qu'elle joue son rôle de princesse devant la cour, qu'elle soit une façade parfaite, mais qu'en privé elle redevienne invisible, une ombre dans son propre palais. Sa décision avait été scellée à l'autel. Elle était désormais sa femme, une prisonnière de son rang, et il n'attendait d'elle rien de plus que l'obéissance la plus totale. Mais comment cette jeune femme, dont les mains portaient encore les traces de la rue, s'était-elle retrouvée au pied de l'autel, unissant son destin à celui d'un prince qui la méprisait ouvertement? Tout avait commencé une semaine plus tôt, avec le murmure d'une ancienne prophétie et le poids d'un royaume au bord du chaos. Une semaine avant cette cérémonie glaciale, la vie d'Élodie était rythmée par un tout autre son que celui de l'orgue funèbre d'une chapelle royale. C'était le tic-tac apaisant des horloges dans l'atelier de son père, un monde de rouages délicats, de précision minutieuse et de savoir tranquille. Elle n'était pas une mendiante, mais la fille d'un maître horloger respecté, un artisan dont les créations mesuraient le temps pour les plus grandes familles de la ville. Élevé au milieu des livres de mécanique et des plans complexes, son esprit était aussi affûté que les outils de son père. L'odeur du laiton poli et de l'huile fine était le parfum de son enfance, un univers où chaque problème avait une solution logique, où chaque pièce s'emboîtait pour créer une harmonie parfaite. C'était une vie simple, mais riche de connaissances et d'un amour silencieux, un monde où sa dignité n'avait jamais été remise en question, et où son avenir semblait aussi bien réglé qu'un chronomètre de marine. Le malheur s'était abattu sur eux comme un engrenage qui se brise, sans avertissement. La vue de son père, autrefois si perçante, avait commencé à décliner, le rendant incapable de travailler sur les mécanismes complexes qui avaient de fait sa renommée. Les dettes, contractées pour acheter des matériaux rares et investir dans des outils plus modernes, s'étaient accumulées comme une marée implacable. Bientôt, le son sec du marteau du commissaire-priseur avait remplacé le doux tic-tac des horloges. Chaque meuble, chaque livre, chaque outil précieux fut arraché à leur vie, vendu pour une fraction de sa valeur, sous les regards curieux et parfois méprisants de leurs anciens voisins. La honte publique fut une blessure plus profonde que la pauvreté elle-même. Élodie avait vu le monde qu'elle connaissait se démanteler pièce par pièce, laissant derrière lui un vide glacial et le poids écrasant de la survie, une responsabilité qui reposait désormais entièrement sur ses frêles épaules. Devenue invisible aux yeux de la société qu'il avait autrefois respectée, Élodie apprit la dure loi de la rue. Le froid mordant des pavés, la faim qui tordait ses entrailles et l'humiliation de tendre la main devinrent son quotidien. Elle échangea ses robes de fille d'artisan contre des haillons, sans savoir contre le silence pour ne pas attirer l'attention. Pourtant, même dans la misère la plus sombre, une flamme tenace refusait de s'éteindre en elle. Elle protégeait son père malade, le cachant dans une mansarde misérable, et utilisait son esprit vif pour trouver de quoi les nourrir, réparant de petits objets pour quelques pièces ou partageant les histoires qu'elle avait lues pour réchauffer les cœurs d'autres déshérités. C'était une lutte constante, un combat silencieux pour préserver non seulement leur vie, mais aussi les derniers vestiges de leur dignité. Elle était une ombre, mais une ombre qui observait, qui analysait et qui refusait de se soumettre entièrement au désespoir. Pendant ce temps, la ville était en proie à une panique sourde. Une ancienne prophétie, longtemps oubliée, avait refait surface, murmurée dans les tavernes et les salons feutrés. Elle prédisait un grand malheur pour le royaume si le prince, avant son prochain anniversaire, n'épousait pas une fille du peuple, une femme née dans la pauvreté la plus pure, pour renouveler le sang de la lignée royale et apaiser les dieux anciens. La superstition, comme une maladie, se propageait plus vite que la raison. Élodie entendait ces chuchotements avec une distance amère. Pour elle, ce n'était qu'un conte absurde, une distraction pour les riches et un faux espoir pour les pauvres. Son monde était bien trop réel, ses problèmes bien trop concrets pour se perdre dans des légendes. Le destin d'un prince et d'un royaume lui semblait aussi lointain et inaccessible que les étoiles dans le ciel nocturne, une histoire qui ne la concernait en rien. Mais la maladie de son père s'aggravait et la dernière pièce qu'elle possédait avait été dépensée pour un bouillon clair. Le désespoir était un prédateur patient et il l'avait finalement acculée.
C'est alors qu'une idée folle née de l'épuisement et de l'amour filial prit racine dans son esprit. Le palais. On disait que la famille royale, malgré sa froideur, faisait parfois preuve de charité. Si elle pouvait seulement atteindre les portes, plaider sa cause, peut-être obtiendrait-elle de l'aide, un médecin, un peu de nourriture. Ce n'était pas la prophétie qui la guidait, mais la survie la plus élémentaire. Rassemblant ses dernières forces, elle entreprit le long chemin vers le cœur de la cité, ses pieds meurtris foulant les rues qui la menèrent de l'ombre la plus profonde vers la lumière aveuglante du pouvoir. Les grilles dorées du palais se dressèrent devant elle, non comme le début d'un conte de fées, mais comme l'ultime rempart entre la vie et la mort. Arrivée au seuil de ce monde inaccessible, sa résolution s'effrita. Les gardes, impassibles dans leurs uniformes impeccables, la regardèrent avec un dédain glacial, la repoussant sans un mot. L'épuisement, la faim et le poids de son échec s'abattirent sur elle avec une violence inouïe. Le monde se mit à tanguer, les sons de la ville s'estompèrent pour devenir un bourdonnement lointain. Sa vue se brouilla, les volutes dorées des grilles se transformant en un motif abstrait et cruel. Sa dernière pensée fut pour son père, pour le visage doux de cet homme qui lui avait tout appris, et pour l'image d'un engrenage parfaitement ajusté, symbole d'un ordre qu'elle avait perdu à jamais. Puis, le sol froid se précipita à sa rencontre. Élodie s'effondra inconsciente, juste devant les portes du palais, un paquet de haillons abandonnés au pied de la forteresse qui, sans qu'elle le sache, allait sceller son destin et celui du prince Alexandre. Le premier son qui parvint à la conscience d'Élodie ne fut pas le tumulte de la rue, mais un silence si profond qu'il en était assourdissant. Elle n'était plus sur le pavé glacial, mais allongée sur un divan de velours rêche, dans une pièce austère aux murs de pierre nue. Une seule fenêtre, haute et étroite, laissait filtrer une lumière grise qui sculptait les ombres. L'air sentait la cire froide et la poussière des siècles. Une silhouette se tenait immobile près de cette fenêtre, un homme dont la stature imposante et les vêtements sombres absorbaient la faible clarté. Il ne la regardait pas directement, mais elle sentit le poids de sa présence, une autorité silencieuse et écrasante qui emplissait tout l'espace. La peur, plus vive et plus lucide que la faim, s'enroula autour de son cœur. Elle était prisonnière. Le prince Alexandre se détourna enfin de sa contemplation du ciel plombé et posa sur elle un regard qui n'avait rien de charitable. C'était un regard d'analyse, froid et pénétrant, comme celui d'un général inspectant une arme inconnue. Il s'avança, ses bottes en cuir fin résonnant à peine sur le sol en dalle. Chaque pas était mesuré, délibéré, accentuant la distance infranchissable qui les séparait. Son visage était une œuvre d'art de l'indifférence aristocratique, des traits fins et durs qui ne laissaient transparaître aucune émotion. Quand il parla, sa voix était grave, dénuée de toute inflexion, un instrument de pouvoir habitué à donner des ordres, non à offrir du réconfort. Il ne demanda pas si elle allait bien. Il exigea de savoir qui elle était, et quelle audace l'avait poussée à s'effondrer devant son palais comme une vulgaire comédienne cherchant la pitié. Élodie se redressa péniblement, les haillons qui lui servirent de vêtements semblant encore plus misérables sous ce regard scrutateur. Rassemblant les bribes de sa force, elle répondit, sa voix un peu rauque mais étonnamment stable. Elle parla de son père, de son art, de leur déchéance, non comme une plainte, mais comme un simple exposé des faits. Elle ne demandait pas l'aumône, mais la survie d'un autre. Alexandre l'écouta sans l'interrompre, une lueur d'intérêt inattendu perçant son masque de glace. Il avait anticipé des larmes, des supplications hystériques, la litanie habituelle de la misère. Au lieu de cela, il entendit une grammaire précise, des phrases bien construites, la dignité d'une éducation qui refusait de se laisser anéantir par la pauvreté. Il observa ses mains, fines malgré les callosités et la saleté, des mains faites pour un travail délicat. Il vit dans ses yeux non pas le vide du désespoir, mais une intelligence vive, une flamme qui brûlait encore dans les ruines de sa vie. Cette femme n'était pas une simple mendiante. Elle était une anomalie, une énigme qui dérangeait l'ordre de son monde. Cette contradiction le fascinait autant qu'elle l'irritait. Elle n'était pas une victime passive. Il y avait en elle une force tranquille, une résilience qui le défiait silencieusement, et il se surprit à vouloir comprendre ce qui se cachait derrière cette façade de fragilité. À cet instant, la porte s'ouvrit pour laisser entrer son conseiller le plus proche, un homme âgé dont le visage était un parchemin de soucis. Il s'inclina profondément,
avant de murmurer à l'oreille du prince ces mots urgents et chargés de sens. La prophétie, le mécontentement du peuple, le temps qui pressait. La jeune femme, trouvée inconsciente aux portes du palais, comme un cadeau du destin. Le regard d'Alexandre se durcit, la brève curiosité est remplacée par un ressentiment glacial. Le destin, cette force absurde qu'il exécrait, venait de lui jeter sa solution au visage sous la forme de cette créature démunie. Il se tourna de nouveau vers Élodie, son expression impénétrable. Il lui présenta alors le marché le plus cruel qui soit, sa voix neutre rendant la proposition encore plus monstrueuse. Il lui offrait un choix qui n'en était pas un, son mariage contre la vie de son père, devenir sa princesse, un symbole vide pour apaiser les masses, ou retourner à la rue pour y mourir avec celui qu'elle aimait. Le souffle d'Élodie se coupa dans sa poitrine. Les mots du prince résonnaient dans le silence, chaque syllabe un coup de marteau scellant les barreaux de sa cage. C'était donc cela, le prix de la charité royale. Pas une main tendue, mais une chaîne dorée. Son esprit, si logique et si clair, se révolta contre l'absurdité de la situation. Épouser cet homme de pierre, cet être arrogant qui la regardait comme un objet, un outil politique. La nausée la submergea, plus forte que la faim. Son premier réflexe fut de refuser, de cracher son mépris à la figure de ce tyran déguisé en sauveur. Mais l'image de son père, de sa respiration fragile dans la mansarde glaciale, s'imposa à elle avec une force dévastatrice. Elle comprit qu'elle n'avait aucune échappatoire. Son amour pour lui était sa seule faiblesse, et ce prince venait de la découvrir et de l'exploiter avec une précision chirurgicale. Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, la peur se mêla à une lueur de haine pure et froide. Elle accepta. Le mot fut à peine audible, un murmure arraché à son âme, mais il suffit. Il n'y eut aucune expression de triomphe sur le visage d'Alexandre, seulement un léger hochement de tête, comme s'il venait de conclure une transaction commerciale fastidieuse. Pour lui, elle était la solution à un problème politique complexe. Pour elle, il était la fin de sa liberté, de son identité, de tout ce qu'elle avait jamais été. Il fit un signe bref aux gardes qui attendaient près de la porte. Leurs ordres étaient clairs, la conduire aux appartements royaux, la laver, la vêtir, la transformer en l'illusion d'une princesse. Alors qu'elle était emmenée passant le seuil de la porte qui marquait le début de sa nouvelle vie, elle sentit le regard du prince sur elle. Ce n'était plus un regard d'analyse, mais quelque chose de plus complexe, un mélange de dégoût pour sa propre action et une curiosité tenace pour la femme qu'il venait de condamner à partager son existence. Le pacte était scellé, unissant leur destin dans le mépris et la nécessité. Les portes de chêne se refermèrent derrière elle avec un bruit sourd, la coupant définitivement de son passé. Le silence des appartements royaux était plus intimidant que le tumulte des rues. Des servantes, aux visages impassibles et aux gestes efficaces, s'emparèrent d'elle comme d'une poupée de chiffon. Elle la dévêtir, sans un mot, ses haillons tombant sur le marbre comme les derniers vestiges d'une vie révolue. L'eau du bain, parfumée aux huiles exotiques, la brûla d'abord, avant de sembler vouloir effacer non seulement la saleté de sa peau, mais l'empreinte même de son identité. Puis vinrent les couches de soie et de brocart, des tissus si fins qu'elle craignait de les déchirer par sa simple respiration. Chaque ruban noué, chaque perle cousue était un maillon de plus à la chaîne qui la liait à ce nouveau destin. Transformée en une étrangère dans son propre corps, elle se regarda dans un immense miroir, mais ne reconnut pas la silhouette figée et pâle qui lui renvoyait son regard, une princesse de conte de fées née d'un cauchemar. Le soir même, lors d'un dîner servi dans une salle à manger dont les dimensions auraient pu contenir toute sa ruelle, le véritable conflit commença. Alexandre s'attendait à la trouver intimidée, docile, brisée par la splendeur et le poids de sa nouvelle position. Il la trouva silencieuse, mais son silence n'était pas celui de la soumission. Assise face à lui, de l'autre côté d'une table interminable, elle mangeait avec une délicatesse innée, observant chaque détail avec une acuité qui le déstabilisait. Il tenta de la dominer par le verbe, sa voix tranchante comme l'acier. Il lui rappela son devoir, sa chance inouïe, l'abîme qui les séparait. Mais au lieu de baisser les yeux, elle les leva vers lui, et d'une voix calme, elle l'interrogea sur la nature d'un royaume qui devait s'appuyer sur une prophétie plutôt que sur la force de ses lois. La question précise et désarmante le laissa sans voix.
ce n'était pas un défi ouvert, mais une fissure subtile dans son autorité, et il sentit une irritation mêlée d'une fascination involontaire. Les semaines qui suivirent furent un jeu de pouvoir feutré, une guerre silencieuse menée dans les couloirs dorés du palais. Élodie apprit vite à naviguer dans les eaux troubles de la cour, où chaque sourire dissimulait un poignard. L'hostilité était palpable, menée par la duchesse Geneviève, la tante du prince, une femme dont le regard était aussi glacial que les hivers du Nord. Lors d'une réception, la duchesse s'approcha d'Élodie et, sous couvert de compliments sur sa robe, glissa une remarque venimeuse sur les origines qui ne saurait être masquée par la soie. La cour retint son souffle, attendant de voir la nouvelle princesse s'effondrer. Mais Élodie, avec un calme souverain, remercia la duchesse pour son intérêt, ajoutant que la solidité d'une fondation ne se jugeait pas à son apparence, mais à sa capacité à supporter le poids de l'édifice. Le double sens était si habile qu'il laissa l'aristocrate sans réplique, et Alexandre, qui observait la scène de loin, sentit pour la première fois une pointe d'admiration inavouée pour la résilience de cette femme qu'il avait cru pouvoir briser. Fuyant l'hypocrisie de la cour, Élodie trouva un sanctuaire inattendu, l'immense bibliothèque royale, un labyrinthe de savoir endormi sous une fine couche de poussière. Pour elle, c'était le seul véritable trésor de ce palais. Elle y passait des heures, oubliant sa condition, dévorant non pas des romans, mais des traités d'histoire, des cartes stratégiques, des ouvrages sur l'économie et la diplomatie. Une nuit incapable de trouver le sommeil, Alexandre la découvrit là, penché sur un ancien volume à la lueur d'une unique bougie, son visage animé par une concentration intense. Il s'attendait à la surprendre, à la trouver perdue. Au lieu de cela, elle lui expliqua avec une clarté déconcertante les failles d'un accord commercial que le royaume avait signé des décennies plus tôt. Son analyse était brillante, implacable. Pour la première fois, il ne vit plus la mendiante, mais un esprit d'une rare finesse, un intellect qui égalait, voire surpassait, le sien. La dynamique entre eux bascula, passant de la contrainte à une dépendance intellectuelle étrange et troublante. Cette tension nouvelle atteignit son paroxysme avec l'annonce du grand bal annuel. C'est un événement diplomatique majeur, où Élodie devrait enfin être présentée officiellement comme la future reine. Pour Alexandre, l'enjeu était immense. L'échec de sa femme serait son échec, une humiliation publique qui affaiblirait sa position. Il la convoqua dans son bureau, un espace austère où le pouvoir se faisait sentir dans chaque boiserie sombre. Froidement, il lui dicta ses instructions, la liste des dignitaires à saluer, les sujets à éviter, les sourires à arborer. C'était un ordre, pas un conseil. Mais alors qu'elle l'écoutait sans ciller, son regard croisa le sien et il y vit non pas de la peur, mais une détermination froide. Il se surprit à ajouter d'une voix presque changée une mise en garde contre le duc de Valois, un homme aussi puissant que méprisant. Ce bref instant de quasi-complicité, cette reconnaissance tacite du danger, chargea l'air d'une électricité nouvelle, un mélange explosif de méfiance, de respect forcé et d'une attraction qu'aucun des deux n'osait encore s'avouer. La veille du bal, le palais était une ruche en effervescence. Élodie subit une nouvelle fois l'assaut des couturières et des joailliers, mais cette fois, elle n'était plus une victime passive. Elle observait, analysait, choisissant une robe d'un bleu profond, une couleur qui évoquait la nuit et le savoir, plutôt que l'innocence virginale qu'on voulait lui imposer. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée, et la dynamique entre elle et Alexandre était devenue un équilibre précaire entre la haine et une fascination mutuelle. Elle dépendait de lui pour sa survie, mais il commençait à dépendre de son esprit pour défier la stagnation de sa propre cour. Alors qu'elle se tenait devant le miroir, parée de saphir qui rappelait la couleur de ses yeux, elle ne vit plus une prisonnière. Elle vit une combattante. Le bal n'était pas une fête, mais un champ de bataille, et le duc de Valois, dont elle avait déjà senti le dédain lors de brèves rencontres, serait son premier adversaire. Elle ajusta un dernier bijou, son souffle régulier, se préparant non pas à danser, mais à vaincre. Les portes monumentales de la salle de bal s'ouvrirent sur une mer de lumière et de soie. C'est un univers éblouissant où le scintillement des lustres se reflétait dans des milliers de bijoux et où le parfum entêtant des lys se mêlait au murmure des conversations feutrées. À son bras, le prince Alexandre était une statue de tension contenue,
son visage impassible dissimulant mal l'appréhension qui le rongeait. Pour la première fois, il la présentait non comme un arrangement politique, mais comme sa femme. Élodie, dans sa robe bleu nuit qui semblait avoir capturé un fragment de ciel étoilé, avançait d'un pas assuré. Elle n'était plus la créature effrayée de la chapelle. Les semaines passées à dévorer le savoir de la bibliothèque l'avaient armée d'une confiance nouvelle. Elle n'était pas une princesse venue s'amuser, mais une stratège entrant dans l'arène, son regard scrutant l'assemblée avec une intelligence qui déstabilisait ceux qui s'attendaient à trouver une simplette éblouie par le luxe. L'attaque fut aussi soudaine que pernicieuse, menée par l'homme qu'Alexandre lui avait désigné comme le plus dangereux, le duc de Valois. Profitant d'un instant où le prince était retenu par un ambassadeur étranger, le duc s'approcha d'Élodie avec un sourire mielleux qui ne parvenait pas à masquer la cruauté dans ses yeux. Sous prétexte de lui offrir une coupe de vin, son geste se fit maladroit, calculé. Le verre de vin rouge bascula, comme au ralenti, son contenu écarlate se déversant sur le corsage de sa robe, une tache obscène sur le bleu profond de la nuit. Puis vinrent les mots, prononcés assez fort pour que les courtisans les plus proches entendent, une fausse excuse, suivie d'une remarque venimeuse sur la difficulté parfois de nettoyer la souillure des rues, même avec les plus beaux atours. Un rire étouffé, cruel, ondula à travers le petit groupe qui s'était formé, un poison qui se propageait dans l'air doré de la salle. La chaleur de la honte monta aux joues d'Élodie, plus brûlante que le vin qui imbibait le tissu précieux. Tous les regards étaient braqués sur elle, des yeux curieux, méprisants, triomphants. Elle se sentit nue, exposée, la mendiante sous la princesse révélée à tous par cette tâche infamante. De l'autre côté de la salle, Alexandre vit la scène se dérouler, son sang se glaçant dans ses veines. Il vit le geste du duc, le sourire satisfait, l'isolement soudain d'Élodie au milieu du cercle de vautours. Mais il était prisonnier, engagé dans une conversation diplomatique cruciale, un mot déplacé pouvant créer un incident. Il resta figé, une seconde qui dura une éternité, son devoir de prince entrant en collision avec l'instinct de la protéger. Son silence fut une trahison, une concession lâche à l'étiquette qui la laissait seule face à la meute. Il ne l'avait pas défendue, et dans ce silence, elle fut condamnée. Mais Élodie ne s'effondra pas. Elle ne pleura pas. Une force insoupçonnée, puisée dans les nuits de faim et les jours d'humiliation dans la rue, remonta en elle. Elle releva le menton, son regard croisant celui du duc de Valois, avec une intensité si froide qu'il en recula presque. Elle ne dit rien. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle insulte, un mur de dignité infranchissable. Puis, avec la grâce d'une reine quittant une cour indigne, elle se retourna et traversa la foule. Les rires s'éteignirent, les murmures cessèrent. L'assemblée s'écarta sur son passage, qu'intimidée par cette force tranquille qu'il ne comprenait pas. Le son de ses pas sur le marbre poli fut le seul bruit dans le silence soudain, un rythme régulier qui martelait l'échec de leur cruauté. Elle quitta la lumière aveuglante de la salle de bal pour s'enfoncer dans la pénombre des couloirs, laissant derrière elle une cour médusée et un prince pétrifié par son propre échec. Elle ne chercha pas le refuge de ses appartements, cette cage dorée qui lui rappelait sa condition. Poussant une porte-fenêtre dérobée au détour d'un corridor, elle s'enfuit dans la fraîcheur mordante de la nuit dans les jardins du palais. L'air froid semblait apaiser la brûlure de ses joues. Elle marcha sans but, sous le regard indifférent des étoiles, s'enfonçant dans le labyrinthe de haies taillées, jusqu'à ce que les sons de la fête ne soient plus qu'un écho lointain et douloureux. C'est là, à l'abri des regards, adossée à la pierre froide d'une statue pleurant le marbre, qu'elle laissa enfin les barrières tomber. Les larmes, silencieuses et amères, coulèrent sur son visage, non pas des larmes de faiblesse, mais de rage et de solitude. Elle pleurait la perte d'une illusion, celle qu'elle aurait pu un jour trouver sa place dans ce monde, et la trahison de l'homme qui, pour un instant fugace, avait commencé à la voir pour ce qu'elle était vraiment. Dans la salle de bal, la musique avait repris, mais pour Alexandre, elle sonnait désormais fausse et discordante. Il se dégagea enfin de l'ambassadeur, son visage un masque de fureur glaciale qui fit taire les derniers chuchotements sur son passage. Il s'avança vers le duc de Valois, mais le mal était fait. Il comprit alors la portée de sa lâcheté. En choisissant le protocole, il n'avait pas seulement échoué à la protéger, il l'avait renié, validant publiquement le mépris de la cour.
Le souvenir de son regard intelligent dans la bibliothèque, de sa détermination tranquille le hanta. Une panique sourde, une émotion qu'il ne s'était jamais connue, s'empara de lui en réalisant qu'elle avait disparu. Ignorant les regards choqués, il quitta la salle de bal sans un mot, son regard balayant les couloirs vides, la cherchant avec une urgence qui n'avait rien à voir avec le devoir, mais tout à voir avec un regret naissant et terrifiant. Il la chercha d'abord dans les dédales obscurs des jardins, son cœur battant un rythme effréné et douloureux contre ses côtes. Le vent froid de la nuit semblait se moquer de lui, agitant les branches des ifs comme des spectres railleurs. Chaque ombre prenait la forme de sa silhouette frêle, chaque bruissement de feuilles était le son de sa robe s'enfuyant. Il l'appela d'abord un murmure, puis un cri rauque qui se perdit dans l'immensité silencieuse du parc royal. Mais seul l'écho de sa propre angoisse lui répondit. Il comprit alors, avec une certitude glaciale, qu'elle n'était pas seulement cachée, elle était partie. La tache de vin sur sa robe n'avait pas seulement souillé la soie, elle avait dissous le dernier fil fragile qui la retenait dans ce monde qui n'était pas le sien. Il resta immobile au milieu des ténèbres. Le prince tout-puissant, soudain réduit à l'impuissance la plus totale, réalisant que pour la première fois de sa vie, il avait perdu quelque chose qu'il ne savait même pas vouloir garder. Pendant qu'il arpentait les jardins, consumé par un regret naissant, Élodie agissait avec la précision silencieuse d'un mécanisme d'horlogerie. Elle n'avait pas cherché le confort illusoire de ses appartements. Guidée par une mémoire affûtée par des semaines d'observation, elle avait traversé les couloirs de service, ces veines secrètes du palais que la cour ignorait. Dans une buanderie déserte, elle se débarrassa de la robe bleu nuit, ce déguisement somptueux qui était devenu sa prison. Elle la plia avec un soin presque respectueux, y laissant les saphirs comme un adieu silencieux à la femme qu'elle n'avait jamais été. Vêtue d'une simple robe de servante trouvée là, elle se glissa hors du palais par une porte dérobée, se fondant dans les ruelles sombres de la capitale. L'air froid de la liberté était mordant, mais il était réel. Chaque pas l'éloignait de la cage dorée, la ramenant vers l'anonymat, vers la seule identité qu'elle reconnaissait encore comme sienne, celle d'une survivante. Les jours qui suivirent furent-ils pour Alexandre un supplice de silence et de vide. Le palais, autrefois symbole de son pouvoir, lui parut soudain immense et désolé. Les murmures de la cour, désormais teintés de curiosité malsaine, lui étaient insupportables. Il avait lancé des recherches, mais ses ordres étaient contradictoires, tiraillés entre le besoin de la retrouver et la nécessité d'étouffer le scandale. Il passait ses nuits dans la bibliothèque, non plus pour travailler, mais pour la chercher elle. Il touchait les livres qu'elle avait lus, retrouvant parfois une note discrète dans la marge, une question, une réflexion qui lui donnait l'impression d'entendre sa voix. La culpabilité le rongeait, une douleur physique et lancinante. Il ne regrettait pas seulement son inaction au bal, mais l'entièreté de son attitude, son mépris initial, son arrogance. Il avait cru acheter une solution à un problème politique, mais il avait brisé une âme dont il commençait à peine à percevoir la valeur inestimable. Élodie, quant à elle, avait trouvé refuge là où personne n'aurait l'idée de chercher une princesse, dans le quartier des artisans, le cœur battant et industrieux de la ville. C'était un retour aux sources, un pèlerinage vers son passé. Elle retrouva la petite échoppe d'un vieil horloger, un ami de son père dont le visage était une carte de rides bienveillante. Elle ne lui révéla pas son identité, se présentant simplement comme une jeune femme ayant appris le métier et cherchant du travail. Le vieil homme, voyant la finesse de ses gestes et l'intelligence dans son regard, l'accueillit sans poser de questions. Dans le tic-tac apaisant des pendules et l'odeur familière du laiton et de l'huile, Élodie retrouva un semblant de paix. Chaque rouage qu'elle nettoyait, chaque ressort qu'elle ajustait, était une façon de réparer son propre esprit, de réaligner les pièces de son âme brisées par la cruauté du monde qu'elle venait de fuir. Frustré par l'inefficacité de ses gardes, qui cherchaient une dame de la cour et non une ombre agile, Alexandre prit une décision radicale. Chaque nuit, il quittait le palais, dissimulé sous une cape sombre, et arpentait lui-même les rues de sa capitale. C'était un monde qu'il ne connaissait pas, un royaume de pauvreté et de dignité silencieuse qu'il n'avait jamais vu depuis les fenêtres de son carrosse. Il écoutait les conversations dans les tavernes, observait les visages fatigués au crépuscule, cherchant un regard, une silhouette qui pourrait être la sienne. Cette quête devint plus qu'une simple recherche, c'était une pénitence.
En marchant sur les mêmes pavés qu'elle avait dû fouler, il commençait à comprendre la force qu'il lui avait fallu pour survivre. Son ressentiment initial se mua en une admiration profonde, et le désir de la retrouver se transforma en un besoin vital de lui demander pardon, de lui prouver qu'il la voyait enfin. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit du bal. 3 semaines de silence assourdissant pour lui et de fragile reconstruction pour elle. Élodie avait trouvé un rythme tranquille dans l'atelier du vieil horloger, son talent lui assurant un toit et une paix précaire loin des intrigues et de la dorure du palais. De son côté, Alexandre était au bord du désespoir. Un soir, dans son bureau, alors qu'il examinait pour la 100e fois les rapports inutiles de ses espions, son regard s'attarda sur une liste d'objets récemment mis en gage dans les différents quartiers de la ville. Un détail, jugé insignifiant par ses hommes, lui sauta aux yeux. Sur la liste d'un prêteur sur gage du quartier des Artisans figurait la description d'une unique boucle d'oreille en saphir, identique à celle qu'elle portait. C'était une piste, une erreur, un fil ténu jeté à travers l'abîme qui les séparait. Une lueur d'espoir féroce s'alluma dans ses yeux. Il la tenait. Il allait la retrouver. La nuit n'avait pas encore cédé sa place à l'aube lorsque le prince Alexandre quitta le palais, non pas par la grande porte, mais par un passage dérobé utilisé par les serviteurs. Enveloppé dans une cape de voyage sombre, le visage dissimulé sous une capuche profonde, il n'était plus un monarque, mais une ombre animée par une seule et unique obsession. La découverte de la boucle d'oreille en saphir chez le prêteur sur gage avait été comme un éclair dans les ténèbres de son désespoir. Une piste tangible qui le ramenait à elle. Il avançait d'un pas rapide dans les rues endormies, le froid mordant de l'air matinal aiguisant ses sens et sa détermination. Dans ses yeux ne brillait plus l'arrogance du pouvoir, mais l'urgence d'un homme au bord du gouffre. Un homme qui avait enfin compris que la stabilité de son royaume ne signifiait rien sans la présence de celle qu'il avait si cruellement chassée. Le destin, cette force qu'il avait tant méprisée, lui offrait une dernière chance, et il comptait bien la saisir quel qu'en soit le prix. Le quartier des Artisans s'éveillait à peine lorsqu'Alexandre atteignit la boutique sombre du prêteur sur gage. L'odeur de poussière et de vies oubliées flottait dans l'air. L'homme derrière le comptoir, un vieillard aux yeux méfiants, le jaugea d'un regard suspicieux. Alexandre ne brandit ni son titre ni son autorité. Il posa simplement sur le bois usé une bourse lourde dont le son mat des pièces d'or fut plus éloquent que n'importe quel discours. Sa voix, lorsqu'il interrogea le vieil homme sur la provenance du bijou, était éraillée par une sincérité brute qui désarma toute résistance. Il obtint enfin ce qu'il cherchait. Le nom de Maître Dubois, l'horloger et la description d'une jeune assistante au talent prodigieux. Chaque information était un pas de plus vers elle. Reprenant sa route, il s'enfonça dans un labyrinthe de ruelles où le martèlement des forgerons et l'arôme du bois fraîchement scié remplaçaient les parfums de la cour. Il entrait dans son monde, un royaume de labeur et de dignité qu'il découvrait pour la première fois. Il la trouva là. La boutique de Maître Dubois était modeste, la vitrine encombrée de mécanismes complexes et de cadrans attendant une nouvelle vie. À travers la vitre salie par le temps, il l'aperçut. Elle était penchée sur un établi, illuminée par la lumière douce d'une lampe à huile, ses doigts fins et agiles manipulant avec une précision infinie les rouages minuscules d'une horloge de marine. Ses cheveux étaient simplement noués en arrière, et une mèche rebelle tombait sur son front concentré. Elle n'était ni la martyre de l'autel, ni la victime du bal. Dans cet instant suspendu, elle était une artiste, une créatrice, parfaitement en paix, en harmonie totale avec son art. Un sentiment inconnu, un mélange de respect et d'une douleur poignante serra la gorge d'Alexandre. Il voyait enfin la femme véritable, celle qui se cachait derrière les haillons et la soie, et sa beauté authentique lui coupa le souffle. Le seuil de cette porte était plus intimidant que celui de son propre trône. Il poussa la porte. Le tintement cristallin d'une petite cloche brisa le silence industrieux de l'atelier, la faisant sursauter. Elle leva les yeux et le monde s'arrêta. Le choc initial sur son visage laissa place à une froideur polaire, un masque de glace bien plus impénétrable que celui qu'il avait lui-même porté. Ses yeux, autrefois curieux ou blessés, étaient maintenant 2 éclats de saphir hostile. Elle se redressa lentement, posant délicatement l'outil qu'elle tenait, mais son corps tout entier était une déclaration de guerre silencieuse.
Chaque fibre de son être criait son refus, son ressentiment. Il était l'intrus, le fantôme de son cauchemar venu profaner son unique sanctuaire. Dans ce minuscule univers de rouages et de temps maîtrisés, la dynamique du pouvoir était inversée. C'était lui l'étranger, le mendiant, venu implorer quelque chose qu'il ne méritait pas, face à une reine qui régnait sur son propre royaume de patience et de précision. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, n'avait rien du timbre autoritaire du monarque. C'était un murmure rauque, presque brisé, le son d'un homme qui avait traversé un désert pour atteindre cette oasis. Élodie. Son nom prononcé dans cet espace humble semblait à la fois déplacé et essentiel. Elle ne répondit pas, son silence étant l'arme la plus cruelle. Il fit un pas en avant et elle recula d'autant, le contact visuel se transformant en une danse de méfiance et de douleur. Il s'arrêta, comprenant que chaque geste de sa part était une agression. Alors, il choisit les seuls mots qui pouvaient peut-être franchir l'abîme qui les séparait, des mots qui venaient non pas de sa tête de stratège, mais de son cœur nouvellement éveillé. « Je ne suis pas venu chercher une princesse », dit-il, sa voix vibrant d'une émotion qu'elle ne lui avait jamais connue. « Je suis venu vous chercher, vous. » La distinction était subtile, mais elle changeait tout. Le silence qui suivit était lourd, seulement troublé par le tic-tac synchronisé des dizaines d'horloges qui mesurèrent le temps de leur confrontation. La muraille de sa colère ne s'effondra pas, mais une fissure imperceptible apparut. Ses yeux se plissèrent légèrement, analysant la sincérité de ses paroles, cherchant le piège. Il comprit qu'il lui fallait plus que des mots. Lentement, pour ne pas l'effrayer, il tendit la main, non pour la toucher, mais pour lui montrer ce qu'il tenait dans sa paume. La boucle d'oreille en saphir brillait d'une lueur douce sous la lumière de la lampe, une larme bleue et solitaire. « Ceci est la seule chose qui m'a mené à vous, » expliqua-t-il doucement. « J'ai cherché la femme qui l'avait vendue, pas la princesse qui avait disparu. Ce geste était une preuve, la matérialisation de sa quête personnelle. » Élodie baissa les yeux sur le bijou, puis les releva vers lui. Elle ne recula plus, elle écoutait. Si ce récit d'un amour né dans l'adversité et la rédemption vous émeut, partagez dans les commentaires la scène qui vous a le plus touché. Votre soutien nous permet de continuer à créer ces histoires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite de ce voyage intense. Il attendit, son souffle suspendu dans le balai incessant des secondes que les horloges égrenaient autour d'eux. Élodie ne bougeait pas, son regard fixé sur la gemme solitaire qui reposait dans la paume de sa main. Ce saphir était un éclat de son ancienne vie, un souvenir tangible de la cage dorée et de l'humiliation qui l'accompagnait. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix n'était pas un cri de colère, mais une lame de glace, précise et tranchante, forgée dans la solitude et la trahison. Elle lui demanda pourquoi il était là, si le royaume s'effritait sans le porte-bonheur que la prophétie lui avait imposé. Elle lui rappela le silence assourdissant de la salle de bal, le poids de son abandon public, un acte de lâcheté qui avait brisé bien plus que son cœur. Chaque mot était une accusation, un rappel de la distance infranchissable qu'il avait lui-même creusée entre eux. Elle ne voyait pas un homme repentant, mais un roi venu réclamer une pièce manquante sur son échiquier politique, qu'un pion qu'il avait temporairement égaré et dont il avait de nouveau besoin pour assurer sa victoire. Alexandre ne scia pas sous l'assaut de ses paroles. Il accepta chaque reproche comme une pénitence méritée, laissant la vérité de ses accusations le frapper de plein fouet. Quand elle eut terminé, le silence revint, plus lourd encore. Il fit alors ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il se mit à nu, sans armure ni couronne. Il lui avoua sa peur, non pas pour son trône, mais la peur panique qu'il avait ressentie en la voyant disparaître dans les jardins, la terreur de l'avoir perdue à jamais. Il décrivit les nuits passées à arpenter les rues, non pour la traquer, mais pour tenter de comprendre le monde qu'elle avait enduré. Il admit que son silence au bal n'était pas une stratégie, mais l'échec d'un homme qui, pour la première fois, avait vu quelqu'un d'autre que lui-même et n'avait pas su comment la protéger. Sa voix se brisa lorsqu'il confessa que le palais était devenu une coquille vide, un tombeau doré où l'écho de son intelligence et de sa dignité lui manquait plus que l'air. Il ne demandait pas pardon pour le prince qu'il avait été, mais pour l'homme qu'il n'avait pas su être. Une larme, une seule, roula lentement sur la joue d'Élodie, non pas une larme de tristesse, mais le dégel d'un glacier intérieur.
Elle avait construit une forteresse de ressentiment pour survivre, et cet homme venait de trouver la seule fissure possible, une sincérité désarmante. Elle vit dans ses yeux non plus le calcul du monarque, mais la douleur brute d'un regret sincère. Le prince arrogant qui l'avait condamné à l'autel avait disparu, remplacé par un homme perdu qui avait traversé sa propre capitale comme un pèlerin en quête de rédemption. Les horloges autour d'eux semblaient marquer le rythme d'une nouvelle ère, un temps où les rôles étaient inversés. Il était venu à elle dans son monde, dans son sanctuaire. Elle sentit la colère qui l'avait maintenue debout s'effriter, la laissant vulnérable, mais aussi étrangement libre. Elle fit un pas vers lui, un mouvement infime qui renversa l'équilibre du monde. Elle ne le fuyait plus. Elle s'approchait, cherchant à voir si la vérité dans ses yeux pouvait réellement exister. Il perçut son mouvement comme le plus grand des cadeaux. Il n'osa ni bouger ni respirer de peur de briser ce moment fragile. « Le royaume n'a pas besoin d'un porte-bonheur, Élodie, » murmura-t-il, sa voix chargée d'une émotion intense qui semblait sculpter chaque mot. « Il a besoin de votre esprit, de votre clarté, de votre force. J'ai été aveugle, obsédé par une prophétie stupide, alors que le véritable trésor était juste à côté de moi dans la bibliothèque, sur les cartes, dans vos yeux. » Il fit une pause, rassemblant tout son courage pour la dernière confession, la plus importante. « Le royaume a besoin de vous, c'est vrai, mais moi, j'ai besoin de vous. Pas de la princesse, pas de la reine, de vous. De la fille de l'horloger qui voit le monde avec une précision que j'ai perdue depuis longtemps. » Il tendit sa main libre, paume ouverte, une offre, une supplication, un pont jeté au-dessus de l'abîme de douleur qu'il avait lui-même créé entre leurs deux mondes. Élodie le regarda, puis regarda sa main tendue. Elle y vit non pas une chaîne, mais une ancre. Le tic-tac des horloges semblait s'accorder avec les battements de son propre cœur, un mécanisme complexe qui se remettait enfin en marche. Lentement, avec la même délicatesse qu'elle utilisait pour manipuler un rouage précieux, elle posa sa main dans la sienne. Le contact de leur peau fut comme un choc électrique, un courant de chaleur qui chassa les derniers vestiges du froid qui les avait séparés. Leurs doigts s'entrelacèrent, et dans ce simple geste, des mois de douleur, de mépris et de solitude se dissolurent. Elle ne dit rien, mais son regard parla pour elle. Il y lut le pardon, l'acceptation et la promesse fragile d'un nouveau départ. Alexandre ferma les yeux un instant, savourant ce contact comme un homme assoiffé qui trouve enfin une source. Il avait retrouvé non seulement sa princesse, mais aussi son propre chemin vers la lumière, un chemin qui passait inévitablement par la main de cette femme. Ils restèrent ainsi un long moment dans le silence apaisant de l'atelier, unis par cette nouvelle connexion. Ils parlèrent ensuite, non pas du passé, mais de l'avenir. Alexandre ne lui demanda pas de revenir au palais. Il lui proposa de le reconstruire avec lui, de devenir sa conseillère, sa partenaire, son égale en toutes choses. Il lui promit que sa voix serait entendue, que son esprit serait célébré, et que plus jamais personne n'oserait la mépriser sans devoir l'affronter, lui le premier. Elle accepta, non par devoir, mais par choix, sentant que son destin n'était pas de se cacher, mais de guider. Ils décidèrent de passer cette dernière nuit loin du monde, dans la quiétude de l'atelier, avant de retourner au palais au lever du soleil. Demain, ils affronteraient la cour ensemble. Leur retour ne serait pas celui d'un prince ramenant sa femme égarée, mais celui de deux souverains, unis par une force bien plus puissante qu'une prophétie, le respect mutuel et un amour naissant. Ce serait leur véritable couronnement. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette aube fragile dans l'atelier d'horlogerie, 6 mois qui avaient vu un royaume se transformer sous l'impulsion silencieuse d'un amour né du respect. La chapelle royale, autrefois témoin de leur union glaciale, était aujourd'hui baignée d'une lumière dorée qui filtrait à travers les vitraux, réchauffant la pierre et faisant scintiller les milliers de fleurs blanches qui tapissaient l'allée. L'orgue ne jouait plus un air funèbre, mais une mélodie joyeuse et triomphale. Alexandre se tenait de nouveau devant l'autel, mais son visage n'était plus un masque d'indifférence. Une tendresse infinie illuminait ses traits alors qu'il regardait Élodie s'avancer vers lui, non plus tremblante sous un voile opaque, mais rayonnante dans une robe simple et élégante, le visage découvert, offert au monde. Leurs mains se rejoignirent, et cette fois le contact fut une promesse, une chaleur partagée qui scellait non plus un contrat, mais une évidence. La cour, silencieuse, observait non plus avec mépris, mais avec une admiration mêlée de crainte.
Devant l'assemblée, la voix d'Alexandre résonna, claire et puissante, non pour prononcer des vœux appris par cœur, mais pour offrir une vérité. Il raconta leur histoire, sans omettre sa propre cécité, sa cruauté initiale. Puis, tenant un ancien rouleau, il révéla le véritable sens de la prophétie. Le texte ne parlait pas d'une mendiante, mais d'une gardienne du temps, issue d'une lignée dont l'esprit possédait la précision des plus fins mécanismes. Il montra le symbole, longtemps ignoré, qui ornait le bas du parchemin. 2 engrenages entrelacés, l'emblème séculaire de la guilde des maîtres horlogers, l'emblème de la famille d'Élodie. Le destin ne l'avait pas choisi pour sa pauvreté, mais pour son intelligence. Ce fut sa consécration, une réparation publique qui anéantit les derniers vestiges de mépris. En la couronnant lui-même d'un simple diadème, il ne sacrait pas une princesse, mais une reine, son égale, son guide, la véritable architecte de leur avenir commun. Leur vie quotidienne était devenue le reflet de cette nouvelle alliance. Le palais n'était plus un labyrinthe de solitude, mais un centre de savoir et de gouvernance partagée. La grande bibliothèque, autrefois poussiéreuse et oubliée, était devenue leur véritable salle du trône, les cartes et les traités remplaçant les sceptres et les couronnes. On les voyait souvent penchés sur la même table, leurs têtes rapprochées, débattant d'une réforme agraire ou d'une alliance commerciale, leurs voix se mêlant dans un dialogue constant. Élodie avait fait installer au cœur du palais une horloge monumentale de sa propre conception, dont le balancier régulier et apaisant était devenu le nouveau pouls du royaume. Les couloirs, autrefois froids et silencieux, résonnaient désormais de leurs pas synchrones, et parfois, dans le calme du soir, du son cristallin de son rire, une mélodie qui avait chassé tous les fantômes du passé. Les symboles de leur ancienne douleur avaient été transformés en emblèmes de leur amour. La porte en chêne massif de l'atelier de son père, celle qui avait marqué le seuil de leur réconciliation, avait été transportée avec un soin infini au palais. Elle était désormais l'entrée de leur bureau commun, un rappel constant que leur pouvoir véritable était né dans l'humilité et le pardon. Le duc de Valois, autrefois l'artisan de son humiliation, était devenu son plus fervent admirateur, cherchant son conseil avec une déférence qui n'était plus feinte. Lors des réceptions, les courtisans ne se pressaient plus pour juger sa toilette, mais pour écouter son analyse des affaires du royaume. Elle n'était plus une anomalie, une tache sur le blason royal, mais son cœur battant, la force tranquille qui avait ramené non seulement la stabilité, mais aussi la sagesse et la compassion au sein des murs de pierre. Un soir, bien après que le palais se fût endormi, ils se tenaient sur le balcon de leurs appartements, contemplant la ville endormie sous un ciel parsemé d'étoiles. Le vent frais de la nuit caressait son visage, et Alexandre, se tenant derrière elle, l'enveloppa de ses bras. Il prit sa main, celle qui portait encore les fines cicatrices de son ancien labeur, et la porta à ses lèvres. Ce n'était plus la main d'une mendiante ou d'une princesse, mais la main qui avait démonté les rouages de son cœur pour les remonter avec une patience infinie. « À quoi penses-tu » murmura-t-il à son oreille. Elle se pencha en arrière contre lui, sa tête trouvant sa place naturelle sur son épaule. « Je pense que même les mécanismes les plus complexes peuvent être réparés, » répondit-elle doucement. « Il suffit parfois de trouver la bonne clé. » Il resserra son étreinte, comprenant qu'elle ne parlait pas seulement des horloges. Il sentit son cœur battre contre son dos, un rythme régulier et certain, en parfaite harmonie avec le sien. Le silence qui s'installa entre eux n'était plus un abîme de méfiance, mais un espace de paix partagé, rempli de tout ce qui n'avait plus besoin d'être dit. Il avait cherché une solution pour son royaume dans une superstition archaïque, et il avait trouvé son salut dans l'esprit d'une femme qu'il avait d'abord méprisée. Elle avait cherché à survivre, et elle avait trouvé un amour capable de déplacer des montagnes et de redéfinir des royaumes. En regardant les lumières de la ville scintiller comme une promesse, il comprit enfin la véritable nature du destin. Ce n'était pas une force aveugle qui imposait des chemins, mais un horloger patient qui plaçait les bonnes âmes au bon endroit, attendant simplement qu'elles trouvent le courage de synchroniser leur cœur.